Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le mercredi 19 novembre 2025, épisode 491, et au programme de celui-ci, le démantèlement coordonné par Europol de services de piratage numérique, l'ajout de la CISA d'une nouvelle vulnérabilité activement exploitée, on va parler encore de Fortinet, une campagne d'attaque supply chain menée par des acteurs plus démons, capables de détourner les mécanismes de mise à jour logicielle, la compromission de milliers de caméras CCTV pour mener des opérations de cybercriminalité à grande échelle en Inde. Glauque le sujet. La diffusion d'un nouveau kit de phishing de type Browser in the Browser, conçu pour contourner l'authentification moderne et usurper des portails d'accès sensibles. La confirmation par Eurofiber d'un vol massif de données accompagné d'une tentative d'extorsion à la suite de l'intrusion du 13 novembre. Et enfin, la découverte de l'implant EdgeSteeper capable de détourner les requêtes DNS via des routeurs et équipements intermédiaires compromis pour manipuler le trafic réseau. Europol, l'EIPO et la police nationale c'est d'Espagne, ont coordonné une opération de cyberpatrouille sur la criminalité liée à la propriété intellectuelle entre le 10 et le 14 novembre. Alors le terme cyberpatrouille me semble un petit peu surprenant, mais on apprend que 30 enquêteurs ont travaillé depuis Alicante avec des outils OSINT avancés pour identifier des services de piratage numérique. On parle de tout ce qui est accès à la télévision pour voir des matchs de foot. C'est surtout les donneurs d'ordre qui ont lancé le dépôt de plainte. Et l'opération a ciblé 69 sites totalisant environ 11,8 millions de visites annuelles. 25 services IPTV illicites ont été signalés à des prestataires crypto. 44 autres sites ont fait l'objet d'une enquête supplémentaire. Et ce qu'on apprend, c'est que les enquêteurs ont retracé environ 55 millions de dollars, soit plus de 47 millions d'euros, en crypto-monnaie, circulant à travers des comptes liés aux services illicites. L'opération a mis en évidence un basculement des cybercriminels vers les paiements en crypto, mais les équipes ont utilisé des achats en crypto. C'est ça qui est intéressant. Les enquêteurs, ils ont utilisé des achats en crypto pour identifier les opérateurs, permettant le repérage et la fermeture des comptes associés. Plus de 15 pays et organisations privées ont participé, générant des renseignements exploitables notamment sur le streaming illégal et d'autres formes d'infractions en ligne à la propriété intellectuelle. Cette opération a renforcé, bien entendu, la coopération internationale et le partage de pratiques pour anticiper et traiter les menaces émergentes. La CISA a ajouté une nouvelle vulnérabilité à son catalogue KEV sur la base d'une exploitation active. Il s'agit de la CVE 2025-58034. C'est une vulnérabilité d'OS Command Injection affectant Fortinet FortiWeb. Ce vecteur d'attaque est couramment utilisé par des acteurs malveillants et représente un risque élevé pour les environnements aussi bien fédéraux aux États-Unis, mais pour toutes les entreprises utilisant du Fortinet. En raison d'événements d'exploitation récents, la CISA note la publication par Fortinet d'un avis de sécurité concernant une vulnérabilité de Relative Path Traversal. C'est promis, je n'utiliserai plus les chemins de traverse. La traduction a été exécrable et j'ai eu droit à quelques remontées. Donc on parle du Relative Path Traversal. Dans les produits FortiWeb, elle recommande un délai de rémédiation réduit à 1 semaine. Alors généralement, quand la CISA vous dit de le faire en 24 heures ou voire 1 semaine, c'est que l'exploitation n'est pas juste active, elle est intense. Alors pour rappel, la directive BOD 2201 impose aux agences FCEB de corriger ces vulnérabilités du catalogue KEV avant la date limite, et le catalogue reste une liste évolutive de CVE qui présente des risques significatifs car elles sont exploitées, donc il y a des cybercriminels qui travaillent derrière. Et la CISA indique que des nouvelles vulnérabilités seront ajoutées dès qu'elles répondent aux critères définis. Bref, vous l'aurez compris, il faut patcher son Fortinet. Faites attention, la CVE 2025-58034 peut se chaîner à la CVE de la semaine dernière. C'est une dinguerie le truc. Je dis ça, je dis rien. Le groupe Plush Demon, lié à la Chine, mène des opérations de cyberespionnage en détournant le trafic de mise à jour logicielle via un implant nommé EdgeSteeper. C'est actif depuis 2018. Il cible des organisations et individus aux États-Unis, en Chine, à Taïwan, à Hong Kong, en Corée du Sud et en Nouvelle-Zélande. Parmi les victimes figurent des fabricants d'électronique, des universités et une usine automobile japonaise au Cambodge. Et selon l'éditeur E7, le groupe s'appuie sur des mises à jour malveillantes depuis 2019. L'attaque commence par la compromission de routeurs via des vulnérabilités connues ou des mots de passe faibles, suivis de l'installation d'EdgeSteeper. L'implant a été développé en Golang et compilé en Elf, intercepte les requêtes DNS et redirige les domaines liés aux mises à jour
vers une infrastructure contrôlée par l'attaquant. Les victimes reçoivent alors Little Demon, un téléchargeur Windows déguisé en DLL, qui va contacter un nœud détourné pour récupérer le diamond logistique exécuté en mémoire, et celui-ci va déployer ensuite une backdoor qu'on appelle Slow Steeper, capable de collecter des informations système, exécuter des commandes, manipuler des fichiers et utiliser des outils Python pour voler des données du navigateur, un keylogger des frappes clavier et ainsi que les identifiants. Il faut savoir que E7 a observé le détournement du logiciel Sogu Pinning ainsi que d'autres produits. Cette capacité de Adversary in the Middle du groupe permet de compromettre des cibles à l'échelle mondiale et le rapport fournit les détails techniques ainsi que les IOC associés, incluant des fichiers, des adresses IP et des domaines utilisés avec EdgeZipper. À lire. Une enquête en Inde a révélé le piratage d'environ 50 000 systèmes CCTV, dont des caméras de vidéosurveillance, dont des caméras d'un hôpital de maternité. Des vidéos intimes filmées lors des examens médicaux ont été diffusées sur YouTube avec des liens vers des chaînes Telegram proposant des versions plus longues. Les enquêteurs ont découvert un réseau national vendant des images provenant d'hôpitaux, d'écoles, de résidences, de bureaux, de centres commerciaux ou de domiciles, et les extraits étaient vendus entre 800 et 2000 roupies et certains opérateurs proposaient des flux en direct par abonnement. C'est vraiment glauque, quoi. Ces arrestations ont été effectuées depuis... Alors, il y a eu des arrestations quand même, depuis février dans plusieurs États, que ce soit au Maharashtra, Uttar Pradesh, Gujarat, Delhi et un autre, Uttarakhand. Les suspects sont poursuivis pour atteinte à la vie privée, au cyberterrorisme, au voyeurisme et publication de contenus obscènes. L'enquête a mis en évidence des vulnérabilités généralisées, notamment l'usage de mots de passe par défaut tels que, je vais le dire, admin 123. C'est la loose, quoi. Mais je suis pas étonné. Et l'emploi d'outils tels que de brute force pour accéder au réseau, les autorités estiment qu'un seul piratage peut exposer des milliers d'appareils en raison d'une protection numérique insuffisante. Et le rapport pointe surtout sur l'ampleur des failles dans l'écosystème de vidéosurveillance indien et l'impact particulier sur les femmes. Il mentionne également que des plateformes de surveillance numérique comme Siebel utilisent des capacités d'analyse automatisées pour détecter ces vulnérabilités et l'activité criminelle sur le dark web. Ah, j'ai du mal avec cet article, hein. Je ne vous le cache pas que c'est vraiment glauque. Les chercheurs en sécurité ont identifié une nouvelle version du kit de phishing Snaky 2FA, désormais doté de la technique Browser in the Browser, ce qu'on appelle du BIT-B. Donc c'est du BITB, pouvant voler des identifiants Microsoft. Ce kit est distribué via un bot Telegram et fournit un code sous licence et obscurci qui permet un déploiement autonome. Push Security a observé des campagnes actives hébergées sur un domaine qui s'appelle previewdog.us où une vérification Cloudflare Turnstile procède l'affichage de la page de phishing. La victime est redirigée vers une fausse visionneuse d'Adobe Acrobat avec un bouton Sign in with Microsoft. Le formulaire d'authentification est généré dans une fenêtre BitB, imitant l'interface Microsoft et masquant l'URL réelle. Les identifiants et tokens MFA sont capturés en temps réel. C'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est fait en temps réel et vont permettre la prise de contrôle complète du compte en quelques secondes. Ce kit intègre des mécanismes avancés d'évasion, des couches d'obfuscation, protection par captcha, du turnstile, de la redirection conditionnelle et des blocages des outils des développeurs. Il y a aussi tous les systèmes anti-sandbox et son code HTML JavaScript est fortement obscurci avec des balises invisibles et des images encodées. C'est quand même un très bon niveau. Quand on regarde un peu, je me suis un peu penché sur le sujet, c'est du lourd, hein. Alors il faut savoir que ces campagnes utilisent des rotations de domaines et avec du masquage d'URL, avec des chemins aléatoires sur des domaines compromis avec une durée de vie très courte. Les chercheurs ont noté des similarités avec la tendance, ce qu'on appelle le FAS, le Phishing as a Services, comme le panneau BitB de Raccoon 365, et Push Security indique avoir détecté et bloqué ces kits en temps réel. C'est juste une dinguerie. Ils sont capables, quand vous allez faire un takedown sur la page de phishing, ça va se rouvrir automatiquement sur une prochaine, mais ça ne se rouvre pas 2 heures après. C'est dans la minute. Parce que dès qu'ils vont détecter le takedown, automatiquement, ils ont un agent qui va travailler sur le sujet. Donc c'est complètement industrialisé, automatisé. Hop, on remet une autre page de phishing sur la même cible et on pense qu'on l'a fermée, c'est une autre URL qui va apparaître, etc. C'est vraiment bien fait. Security Affaires nous informe que Eurofiber a confirmé une vulnérabilité exploitée le 13 novembre 2025
qui a permis à des acteurs malveillants de compromettre la plateforme de gestion de tickets et le portail ATE utilisé par Eurofiber France et sa marque Avelia, Eurafibre, FullSave et NetOne. Les attaquants ont exfiltré les données et engagé une tentative d'extorsion de fonds, et l'incident concerne uniquement pour le moment la France, sans impact pour les clients en Belgique, en Allemagne ou aux Pays-Bas. L'entreprise indique que les services sont restés opérationnels, qu'aucune donnée bancaire ou clinique hors périmètre touché n'a été compromise et que la faille a été corrigée après la détection. Eurofiber a signalé l'incident à la CNIL, à la NSSI et a déposé plainte pour extorsion. Des informations publiées sur un forum le 14 novembre mentionnent la compromission de l'environnement GLPI de l'opérateur. Les données, c'est ça qui est terrible. Il y a un incident en cours, les équipes sont en train de répondre, et il y a un mec sur le forum, il a été mettre les infos de ce qui se passait. C'est incroyable. Les données volées incluraient des éléments sensibles. Des clés SSH, des configurations VPN, des clés d'API et des tokens cloud ainsi que des sauvegardes SQL, des scripts internes, des tickets de support, tiens, ça nous rappelle des opérateurs, et des pièces jointes avec des scans d'identité, de la documentation, l'inventaire réseau et des détails d'architecture. Et selon International Cyber Digest, les attaquants auraient utilisé une injection SQL GLPI, extrait environ 10 000 hash bcrypt en 10 jours et mobilisé 20 VPS européens pour récupérer clés et fichiers. Vous voyez, quand on fait une attaque, tout le monde pense qu'à chaque fois qu'on a un suite à capuche derrière. Non, c'est industriel. Il y a 20 VPS qui sont mis à aspirer les données. Ils ont bien poncé le truc. En plus, GLPI, il y a eu énormément d'alertes de la part de l'agence. La NSSI a soulevé des alertes sur ce logiciel. Il y avait des mises à jour à faire. Et maintenant, vous comprenez plus quand on dit on ne réfléchit pas, on patch. Il y en a qui disent non, on verra ça plus tard. Bah, voilà, ça. C'est comme ça que ça finit. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessert au 07 68 72 20 09 et pour les plus timides par email sur radiocessert@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous embrasse très fort. Au revoir. Et d'ici là, on ne réfléchit pas. On patch. Mais vraiment, on patch.